Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette interview de Réinfo Santé avec le docteur Helmut Sterz, qui on a l'honneur d'accueillir pour faire cette interview en français. Donc, docteur Helmut Sterz est un toxicologue qui est né en 1946. Il a débuté sa carrière scientifique auprès des études de médecine vétérinaire en 1971 avec un doctorat en virologie. De 1974 à 1988, elle a dirigé le département de toxicologie reproductive chez Boehringer Mannheim. Il a perfectionné les techniques de détection de la toxicité, chez les animaux de laboratoire gravides et leur progéniture. Depuis 1981, il est vétérinaire spécialisé en pharmacologie et toxicologie. De 1988 à 1995, il a dirigé le centre de toxicologie de Servier à Orléans en France. De 1995 à 2001, il a dirigé le centre de toxicologie de Bâle, puis l'ensemble du département de toxicologie préclinique de la société F. Hoffmann La Roche. En 2001, Pfizer l'a nommé directeur des deux centres européens de toxicologie situés à Amboise en France et à Sandwich au Royaume-Uni. À la retraite depuis 2008, il a écrit son dernier ouvrage, le best-seller en allemand Die Impfmafia, qui va paraître en français le 13 mai et qui s'appelle en français Vaccin la mafia, l'ancien toxicologue en chef de Pfizer révèle. Donc, l'ancien toxicologue en chef de Pfizer démontre comment des substances toxiques nous ont été vendues illégalement comme remède contre la COVID-19. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, juste un petit rappel que Réinfo Santé Suisse Internationale a été créé en janvier 2021 et notre première action en collaboration avec nos collègues suisses-allemands à l'ETH, c'était de me faire une demande de moratoire sur la technologie RNA messager contre le COVID. Et nous avons vraiment l'honneur de pouvoir accueillir ce soir Dr. Helmut Sterz qui va parler un peu de son expérience qui est très, très, très riche et aussi d'expliquer exactement pourquoi il a décidé d'écrire un livre. Donc, je passe la parole à Helmut. Danke vielmals. Merci beaucoup, Chas. C'est aussi un honneur pour moi d'avoir été invité par vous et votre organisation. Euh, Vous avez dit que je suis un ancien toxicologue, mais vous avez aussi donné ma date de naissance, donc on pourrait dire je suis un vieux toxicologue. Et il y a des gens qui prétendent que après la retraite, on n'a plus le droit de se mêler aux affaires scientifiques. C'est un peu simpliste. Donc, j'ai continué à étudier les choses, même après ma retraite. Et en 2020, j'ai été vraiment réveillé par les événements dans le contexte de COVID-19. Et comme vous avez dit, j'ai travaillé chez quatre différentes entreprises internationales et je connais l'environnement du développement des médicaments parce que les entreprises où j'ai travaillé, c'était uniquement des entreprises qui produisaient des produits pour l'homme et je connais la réglementation et j'ai rien oublié. Donc, merci pour cette invitation. J'espère que nous ayons aussi une discussion vivante, très vivante à la fin. Mais je veux bien d'abord répondre aux questions que vous avez. Alors, en fait, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a emmené à écrire ce livre et quand est-ce que vous avez commencé? J'ai commencé à écrire le livre seulement fin 2023. Mais j'ai été très actif avant parce que dès le début de cette pandémie, entre guillemets, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien. J'ai commencé en 2020 à écrire une documentation sur l'aspect des masques. Et j'ai diffusé ces informations surtout au niveau de ma famille, de mes amis et des anciens collègues de chez Pfizer. Mais j'ai eu des retours plus ou moins positifs. Surtout les médecins disaient, bon, les masques, c'est très bien, il faut les garder. D'autres pensaient aussi comme moi que ce n'était pas idéal pour lutter contre ce virus-là, parce que surtout les masques chirurgicaux, ils ne retiennent pas le virus.
Parce que là, c'est comme si une mouche veut passer par une grille dans le jardin, elle passe, hein. Et avec les masques FFP2, je pense qu'on peut retenir beaucoup plus de l'aérosol avec le virus. Mais bon, personne ne voulait vraiment savoir ce qui se passe. Et quand en 2021, et surtout quand en 2020, j'ai appris que Pfizer et BioNTech étaient en train de lancer un vaccin pour, à la fin de 2020, ben, j'ai été vraiment sidéré. Je ne pouvais pas croire que c'était possible. Normalement, ça dure plusieurs années. Et là, en 6 mois, euh, c'était carrément impossible. Surtout si on sait que cette technologie n'est pas tellement nouvelle, hein, parce que on a déjà fait de la recherche, surtout dans le contexte du traitement du cancer, pendant 20 ans avant. Et aucune de ces molécules ou aucune de ces vaccins a pu apparaître au marché. Toutes ces molécules sont mortes plus ou moins pendant la phase 2 du développement clinique, parce que soit les molécules étaient trop toxiques ou inefficaces. Donc on a un recul qui montre que c'est difficile de développer ces molécules-là, et dans ce contexte-là, pour moi, c'était encore plus incroyable qu'on puisse développer cette molécule en si peu de temps. Et quand, en 2021, quand le produit était sur le marché, les différents produits, on a vu un tsunami d'effets secondaires. Et là, j'ai vraiment continué à écrire pas des publications dans des journaux, mais dans des publications bien recherchées pour mon environnement. Et malheureusement, j'ai dû comprendre que ça n'intéressait pas énormément. Les gens étaient tellement sidérés, en panique, ou complètement convaincus que la vaccination était la seule solution, que j'ai parfois eu le retour de bah, Helmut, arrête, c'est c'est nécessaire et tu apportes de l'eau sur les moulins des antivax. Et c'est là où j'ai décidé en 2023 de d'écrire un livre parce que je voulais vraiment, je me sentais obligé, comme dans une mission, je voulais donc passer ces informations que j'avais beaucoup plus larges. Et je dois revenir un tout petit peu parce que quand j'ai vu en 2021 le dossier de toxicologie de Pfizer, je suis presque tombé de l'armoire. J'ai j'ai vu qu'ils ont pratiquement rien fait qui pouvait prouver l'innocuité de ces vaccins. Et ça, j'ai décrit en détail pendant donc 3 ans. Et après, j'ai écrit ce livre-là qui montre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait. Et parce que vous vous souvenez, on nous a vendu cette pandémie comme un événement mortel, que euh, celui qui n'était pas vacciné risquait la mort. Et très rapidement, on comprenait que ce n'était pas du tout vrai, que c'était une maladie comme une infection d'influenza, potentiellement moyennement sévère, et surtout dangereuse pour des personnes âgées ou immunodéprimées, mais pour des gens jeunes, sains, même des gens âgés en bonne santé, ce n'était pas une menace mortelle. Et sous ces conditions-là, on ne peut pas développer une molécule avec seulement quelques petites études chez le rat. Et ça, c'était mon message. Et maintenant, je suis très heureux d'avoir la possibilité, comme chez vous, d'élargir mon impact parce que de vendre quelques milliers de livres, ça n'a aucun impact. Mais avec des chaînes privées,
j'arrive à avoir beaucoup plus de monde et je suis très content pour ça. En fait, nous, Réinfo Santé, nous avons demandé à Swissmedic donc avoir accès à ces études de toxicologie. On n'a pas pu payer pour tout parce que ici, le Freedom of Information Act, c'est pas gratuit, donc on avait dû payer pour les documents. Et on était étonnés de savoir qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient caviardés, qui n'étaient pas en fait liés avec le secret industriel ou avec la Mm. protection des intérêts commerciaux, mais qui étaient plutôt des caviardages des observations de ceux qui travaillent dans les laboratoires puis qui analysaient les rats. Est-ce que vous avez pu réussir à voir les documents de toxicologie non caviardés ou vous avez eu le même problème que certaines informations n'étaient pas disponibles? Oui, j'ai très rapidement, en 2021, j'ai reçu le dossier déposé en donc au mois de décembre 2020 à la FDA. Et là, bon, c'est pas un document très, très épais, surtout au niveau de la préclinique, mais on voit exactement ce qu'ils ont fait comme étude. Une petite étude chez le rat pour la toxicité générale et une étude de toxicité de la reproduction chez le rat également. Plus tard, les résultats de cette étude de reproduction ont été publiés seulement au mois de mai 2021, je crois. Et là, on a toutes les données. Et d'autre part, il y a des autorités de santé comme le ministère de Santé australien qui a publié le dossier avec ses commentaires. Et là, on voit très, très bien ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait avec des commentaires. Donc, les informations sont accessibles et moi, j'ai étudié en détail ce qui a été fait et j'ai été très, très étonné parce que pour moi, ce n'était pas des études de sécurité pour l'homme, c'était euh, un peu, c'était comme une feuille de figue pour couvrir un problème, pour dire, nous avons fait quelque chose. Et écoutez, je ne sais pas si vous avez pu suivre mon intervention au niveau de la commission d'enquête à Berlin récemment, au mois de mars. Le ministre l'ex-ministre de Santé allemand, le professeur Lauterbach, il a dit aucun vaccin a été mis sur le marché qui était mieux étudié que, par exemple, le produit de BioNTech. Ça, c'est, c'est- ça me tue. Vous avez pu répondre à lui par rapport à ça? Oui, oui, j'ai dit que, basé sur le nombre de personnes mortes où il y a un doute où on craint que la mortalité soit liée à la vaccination par donc la pharmacovigilance allemande. Ce nombre est à peu près 2100 ou 2133. Et je sais aux États-Unis, il y a des collègues qui disent qu'il y a un facteur de non-enregistrement, donc le fameux underreporting factor, euh, qui qui peut monter jusqu'à 30. C'est-à-dire, si on multiplie 2133 avec 30, ça fait 60 000 morts. Donc, tout le monde était euh, il y avait des gens contents parce que j'ai, pour la première fois, dit quelque chose qui provoquait. Et l'autre partie, donc les anciens ministres, ils étaient choqués, c'était épeurant, donc incroyable ce que le monsieur Schmerz disait. Et bon, faut pas dire que c'est probable ou très probable qu'il y avait 60 000 morts en Allemagne. Je ne vais jamais dire que 2100 cas de soupçon correspondent à des cas vérifiés, mais c'est un signal. Et Mhm. c'est ça ce que je voulais dire. Attention, c'est parce que le Paul-Ehrlich-Institut, donc la pharmacovigilance allemande, dit nous avons seulement 28 cas qui sont confirmés. Et ça, c'est grotesque. Alors, en tout cas, en Suisse, Swissmedic, nous, les effets secondaires, le bilan, un des avant-derniers bilans du 24 février 2023, on avait plus de 16 000
effets évalués dans 6490 qui étaient évalués graves et 236 décès. Et Swissmedic a officiellement dit qu'aucun de ces décès était en lien avec le vaccin. Ouais. Comment est-ce que vous répondez à une institution comme Swissmedic qui balaye en fait tous les effets secondaires en disant qu'il n'y avait qu'une dizaine de très graves et des décès qu'il n'y a en fait aucun lien? Bon, il y a suffisamment d'autres voies qui démontrent que ces chiffres-là existent et que c'est pas si anodin que ça. Parce que si vous prenez la pharmacovigilance américaine, avec 20 000 morts pour les États-Unis et carrément 40 000 morts pour les autres pays qui ont aussi utilisé ces produits. Et si vous faites le calcul de combien de vaccinations ont été faites, bah, vous arrivez à des chiffres de plusieurs millions de morts. Et il existe un groupe au Canada autour le professeur Rancourt qui dit mondialement, il y a très probablement au moins 17 000 morts, peut-être 17 millions de morts. Donc, c'est une différence tellement incroyable et moi, j'en suis sûr que les responsables qui sont parfois encore aujourd'hui dans leur fonction, ils ne peuvent simplement pas accepter la vérité. Je ne veux pas dire qu'en Allemagne, il y avait 60 000 morts prouvés, mais si c'était seulement 10 000, qu'est-ce que ça veut dire? Une jeune personne ou une personne saine qui veut se faire vacciner contre une sorte de grippe, et il faut lui dire, tu as un risque de mortalité, même s'il n'est pas très fort, mais c'est inacceptable pour une vaccination contre la grippe. Donc, c'est 10 000, 20 000, 30 000, 60 000, c'est pas important. C'est le fait que ça pourrait être mortel pour quelqu'un qui n'est pas protégé, parce que n'oublions pas, ces vaccins-là, ils ne protègent pas contre le Covid. Il y a peut-être un petit effet stimulateur chez les personnes qui ont une diminution de système immunitaire. Ça booste éventuellement un peu le système immunitaire, mais pour les autres personnes qui sont saines, ça n'a vraiment pas un grand effet bénéfique. Et c'est justement la balance entre le risque et le bénéfice qui compte. S'il y a, comme on nous a dit que c'est une maladie mortelle, en cas de, de Ebola, donc cette peste en Afrique, ben, on ne va pas faire des études de toxicité pour comprendre quel est le risque, parce qu'on le voit chez les personnes qui sont contaminées. Donc, mais pour une grippe, je dois vraiment faire toutes les études qui sont prévues par la réglementation. Et en tant que toxicologue, je vous parlais de la grippe. Puis en 1976, aux États-Unis, il y a eu la fameuse grippe contre le swine flu, donc la grippe porcine, où il y a eu 55 morts et ça, ils ont retiré du marché ce vaccin qui a été déjà administré à 40 millions de personnes. Par contre, avec tous les dégâts qu'on voit déjà pour ce vaccin-là, ou est-ce qu'on appelle déjà un vaccin? Ça, c'est une autre question, mais ce produit contre le Covid, pourquoi estimez-vous qu'ils ont laissé ce produit sur le marché et en plus le recommander à des enfants, à des femmes enceintes? Je suis désolé de dire, la vaccination, depuis très longtemps, c'est un très bon business model pour tous ceux qui gagnent de l'argent avec les vaccins. Et je ne parle pas seulement de l'industrie pharmaceutique. Il y a toute une organisation, et c'est pour ça que j'appelle mon livre Vaccin de mafia. Hein, vaccin, la mafia. Parce que c'est comme une organisation mafieuse et il y a des têtes euh, en haut qui dirigent, et ça, ce ne sont pas les gens qui dirigent les entreprises pharmaceutiques, mais qui dirigent, par exemple, l'OMS, la filière des vaccinations de l'ONU, Gavi, Global Alliance for Vaccination. Donc, ceux qui dirigent
ces institutions, ils savent exactement ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Et ils sont soutenus par tous ceux qui ont la main dans le système financier. Ce sont les grandes banques, c'est la Banque mondiale, c'est les banques d'investissement, BlackRock, toutes ces banques investissent et ils ont des gens de leur banque qui sont à la table avec la WHO. Donc ils savent exactement quand il faut investir et qu'est-ce qu'il faut investir. Et tout ça est dirigé par des gens comme Bill Gates, qui finance l'OMS. Bill Gates, il est l'organisateur des manœuvres, dirais-je, qui ont été effectuées pendant des années. La dernière fois en 2019, vous vous souvenez de cet event du 101? C'est lui, ensemble avec Klaus Schwab du World Economic Forum et Johns Hopkins University. Ils ont organisé et qu'est-ce qu'ils ont étudié? Ben, ils ont étudié ce qu'il faut faire en cas d'une pandémie avec un virus de la famille Corona. Et 3 mois plus tard, cette pandémie était là. Donc, ils savent exactement ce qu'ils font. L'industrie pharmaceutique livre les produits. Il ne faut pas oublier une affaire ou une chose qui est surtout dirigée aux États-Unis. Vous savez très probablement ce que c'est le PrEP Act. C'est une sorte de loi qui peut être déclenchée par le ministre de la Santé américaine. Et cette loi, elle a un poids beaucoup plus important que les lois civiles. Et c'est une des raisons pourquoi on ne peut rien faire contre. Le militaire est impliqué. Et c'est pour ça que dans notre sphère de l'Ouest, tout se passait comme pendant des exercices militaires. Tous les pays ont réagi de la même façon. Toutes les mesures contre la pandémie, entre guillemets, ont été effectuées, des masques jusqu'à la vaccination. Donc, c'était très bien entraîné et très bien effectué. Et on nous a fait peur. C'est le meilleur moyen pour soumettre les gens. Et avec cette peur et la, l'espoir de pouvoir survivre et bien passer cette pandémie, les gens se sont fait vacciner, sauf ceux qui avaient dès le début un soupçon, et je suis largement pas le seul. C'était pas seulement les médecins qui ont eu un soupçon, mais beaucoup de gens qui réfléchissent simplement, logiquement. Et malheureusement, très souvent, les médecins n'ont pas utilisé leur matière grise. Ils ont plutôt dit ce que notre hiérarchie nous dit ou la politique nous dit, bah, ils vont certainement savoir ce qu'ils font. Et je suis étonné du comportement du corps médical qui vaccine encore aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins. Alors, en effet, ce qu'on a pu percevoir, en tout cas en Suisse, et puis je pense que ça s'applique pour beaucoup de pays, c'est que le corps médical était soumis sous une pression et des menaces de sanctions et de perdre leur droit de pratique s'ils ne suivaient pas le discours de la santé publique, en fait. Ouais. Parce que bah, si nous, on s'est créé Réinfo Santé, c'est parce que forcément, des médecins, ils cherchaient en fait à pouvoir échanger avec d'autres, parce qu'ils se sentaient très isolés dans leur prise de conscience par rapport à ce qui se passait. Mais ils savaient que c'était très difficile en fait de contrer ce récit principal où on est dans une situation d'urgence, il faut suivre les directives et on peut plus agir en fait dans notre corps et conscience, notre âme et conscience, pardon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a perçu très fort en Suisse et je pense que c'était aussi aux États-Unis, en Angleterre, en France. Il y a eu beaucoup de médecins qui ont essayé de parler ouvertement et qui se sont trouvés pénalisés d'une Ouais. manière ou d'une autre.
Et du coup, c'était plutôt des médecins à la retraite qui ont osé parler parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Mais c'est ça qu'on a perçu en fait. Il y a vraiment un système en place qui, dans une situation d'urgence, empêche les médecins à pouvoir dire autre chose que le discours. Ouais. En Allemagne, pardon, j'imagine que vous avez perçu la même chose ou pas tellement. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y avait des milliers de médecins qui se sont opposés et qui ont payé le prix cher. Donc, il y a même aujourd'hui des médecins qui vont en tôle pour des attestations ou un traitement qui n'était plus permis. Donc, oui, tout le corps médical n'était pas, disons, phlegmatique ou obéissant. Il y avait beaucoup de médecins qui se sont opposés. Et bon, moi, je travaille aussi avec quelqu'un que vous connaissez certainement, c'est Philippe Kruse. Et bon, nous marchons tous dans la même direction. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Philippe Crouzet, donc c'est l'avocat de Zurich qui a porté plainte pénale contre Swissmedic d'avoir mis en fait sur le marché ces produits d'RNA parce que ça passe, en fait, c'était sous la loi qui était assez nouveau. C'était mis en place en Suisse en 2018, sauf erreur, puis c'était plutôt pour des médicaments orphelines, donc pour les maladies rares. Et du coup, il fallait que le traitement soit déjà bénéfique, que la maladie soit mortelle. Et je ne me rappelle plus la troisième condition que ça devait remplir. C'était. Je ne sais plus maintenant. Il faudra que je regarde les trois conditions en fait qu'il fallait remplir, que Swissmedic n'a pas rempli avec ce produit. Ah, qu'il n'y avait pas d'autre traitement, voilà. Qu'il n'y avait pas Ouais, d'autre traitement sur le marché. Puis on sait que bah, il y avait des succès avec les traitements, donc hydroxychloroquine, avec ivermectin, et puis c'était tous les produits qu'on essayait en fait de empêcher les médecins à ouais, utiliser pour laisser la place au vaccin. En tout cas, ça, c'est ce qu'on peut percevoir. C'est ça le truc qui semble logique. Et c'est ce qu'on a pu bien voir. Donc, Philippe Crouzet a commencé cette plainte, je crois, en 2022, sauf erreur. Et actuellement, je pense qu'il attend encore une réponse parce qu'il a fait appel, parce que le procureur de Berne a voulu dismiss, oh, dismiss, renvoyé. voilà, renvoyer donc ce plainte pénale. Et on pense que c'est encore en cours. Mais voilà la preuve comme quoi, en fait, la justice ne semble pas vouloir donner raison, en tout cas, pour ces trois conditions qui sont très claires et très nettes. Puis bon, on voit que le vaccin est encore sur le marché. Puis en plus, maintenant, je dirais, c'est assez insultant parce que ce pseudo-vaccin est sur le marché. Puis on lui a donné le même statut que le vaccin contre la grippe. C'est-à-dire que chaque année, ils peuvent changer un tout petit peu la souche, donc le code RNA. Et ils n'ont pas besoin de passer par les essais cliniques sur les humains. Ça suffit d'aller sur, je sais pas, une vingtaine de rats, si je ne m'abuse pas, et c'est mis sur le marché. De nouveau, c'est quand même, ça reste un vaccin qui est recommandé euh, plus prudemment, mais quand même en femme enceinte encore, et encore aux jeunes. Donc, quelle est votre perception en fait du fait que maintenant on a donné ce statut comme le vaccin contre la grippe, qui a quand même plusieurs années d'expérience sur le marché, à ce nouveau produit, et que en fait on est en train d'ouvrir maintenant le portfolio à tous les vaccins, à gentiment se convertir à Helena, qui est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus vite à changer le code de séquençage. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, ça revient au même mot que j'ai utilisé déjà. C'est un business model et ça a très bien marché. On a vu en 2020, 2021, 2022 que les gens se faisaient vacciner en masse, malgré les effets secondaires. Donc, et ça, c'est une vieille histoire. Pendant les années 1970 et 80, la vaccination, au moins aux États-Unis, a commencé à prendre vitesse. On vaccinait les enfants comme le bétail dès le premier jour de la vie. Et il y avait beaucoup d'effets secondaires. Et les parents s'offusquaient ou se redressaient et voulaient avoir des dédommagements. Et c'est là où l'industrie pharmaceutique a dit au président américain, si tu ne nous exemptes pas de cette liability, donc de cet euh, dédommagement, on va fermer la boutique, on va plus faire des vaccins. Et donc, c'est le moment
où le président américain a pris la responsabilité et c'est l'État américain qui a payé pour tous ces dommages. Et après 2005 et les attentats aux États-Unis, il y avait donc cette sensation qu'il fallait une loi pour protéger la population en cas de pandémie par des germes, des produits chimiques, des radiations. Et c'est là où le PrEP Act est né et on a euh, donné feu vert à tous les intervenants, pas seulement l'industrie pharmaceutique, mais aussi tous ceux qui participaient dans les countermeasures, donc des mesures contre la pandémie, ils sont tous exempts de responsabilité d'office. Et donc, pendant la pandémie de Covid-19, ben, ça a très bien marché. Et pour moi, c'est un business model qu'ils veulent absolument garder en main. Et c'est pour ça, actuellement, il y a pas mal de différents vaccins contre toutes sortes de maladies basées sur cette technologie de ARN messenger. Parce que ils pensent pouvoir passer sans études de toxicité, sans études de clinique, et vacciner. C'est, je me sens comme dans un film d'horreur ou le livre de Aldous Huxley ou euh, Orwell. On nous traite comme des bétails et c'est seulement l'argent qui compte. Si on lit, par exemple, les protocoles du Robert Koch Institute. C'est un institut qui est soumis à la tutelle du gouvernement et du ministre de la Santé allemande. Dans ces protocoles-là, qui ont dû être publiés, on voit que au 27 avril 2020, le protocole dit nous allons développer un certain nombre de vaccins très rapidement, mais nous n'allons pas euh, évaluer des valeurs pertinentes avant la mise sur le marché. C'est-à-dire, c'était un essai chez l'homme. Et le code de Nuremberg interdit des études ou des expériences sur l'homme. Donc, c'était clair dès 2020 que on s'en foutait des études de sécurité et de la sécurité du produit. On voulait aller chez l'homme, vacciner et gagner beaucoup d'argent. C'est horrifiant, mais je crois qu'on ne peut pas l'interpréter différemment. À la Suisse, nous, on avait acheté 63 millions de doses pour une population de 8 millions de personnes. Quand au début, on disait en plus qu'on allait seulement cibler la population vulnérable, donc les personnes âgées ou ceux qui étaient à risque. Donc, il y avait déjà les maladies cardiovasculaires, de diabète ou obésité. Mais maintenant, les contrats ont été mis à disposition non caviardés. Et c'est la première fois qu'on peut confirmer. Donc, le seul immunité qui est accordé, c'est en fait celui accordé aux sociétés pharmaceutiques qui produisent ce vaccin, vu qu'on sait que l'immunité par le vaccin lui-même n'est pas accordée. Et ce qui est assez étonnant, c'est que malgré ça, ça continue. Il y a eu beaucoup de doses de vaccins qu'ils ont dû jeter dans la poubelle, donc un gaspillage d'argent public énorme, que déjà, sur ce point de vue, on pourrait se poser la question pourquoi il n'y a pas De de- responsabilité, hein. voilà, exactement, d'enquête parlementaire qui va vraiment rendre responsable les personnes qui ont signé les contrats ou qui ont laissé ce produit sur le marché pour les populations donc, qui n'étaient pas à risque. Donc, bon, après, l'argument que les femmes enceintes étaient à risque, ça aussi, ça serait à questionner parce que pas toutes les femmes enceintes sont à risque et les enfants non plus. Et maintenant, on est parti sur de continuer comme si rien n'y était. Les vaccins, ils nous ont sauvés de la pandémie. C'est le discours, en fait, qui règne encore, même dans les médias. C'est que sans le vaccin, on n'aurait jamais sorti de la pandémie. Qu'est-ce que vous aurez à dire à ça? Bon,
Si on analyse un tout petit peu ce qui a été dit, par exemple, par Monsieur Gates. Monsieur Gates a dit le dimanche de Pâques devant la télévision allemande, il a dit exactement ce qu'on a trouvé après dans les files de RKI. Nous allons développer des molécules très rapidement. Nous n'allons pas laisser la sécurité de côté, mais on va travailler avec moins de données. Et récemment, j'ai eu des informations d'un collègue qui me soutient au niveau de mon constat qu'il y avait théoriquement 60 000 morts en Allemagne. Il disait, Bill Gates a dit, il faut compter une létalité de 0,1% parmi les gens qui seront vaccinés. En Allemagne, on a vacciné à peu près 60 millions de personnes. 0,1%, ça fait 60 000 personnes. Mhm. Donc, les gens savaient ce qui allait se produire. Ils savaient que les produits n'étaient pas sûrs. Et c'est une des raisons pourquoi ils ne voulaient pas faire des études approfondies. Pour une étude clinique de phase 1, donc ce sont des premières personnes traitées avec une molécule, on fait normalement, parmi d'autres, une étude de mutagénèse parce qu'on veut pas que ces personnes-là risquent un problème mutagène, parce que ça mène vers un risque cancérigène aussi. Donc ça, c'est standard. Mais on a dit, bah, ça, c'est pas nécessaire. Donc, et après, une petite étude de toxicité générale de 2 semaines. Et il savait très rapidement que deux administrations n'étaient pas suffisantes. On a donc très rapidement dit, bah, il faut booster, booster, booster. Et à ce moment-là, on aurait dû faire des études de toxicité générale plus longues pour avoir une information sur un traitement prolongé. On n'a jamais voulu faire ça. Et concernant les femmes enceintes, cette étude fameuse chez le rat, elle a montré que le nombre d'embryons qui mouraient très très précocement, même avant l'implantation dans la muqueuse de l'utérus, euh, le nombre d'embryons morts était statistiquement significativement augmenté. Donc on avait des signaux. Et malgré ça, on disait, ben non, c'est normal, on a déjà vu ça dans d'autres études. Et il y a aussi une étude clinique très connue par un monsieur Shimabukuro qui a fait une étude sur à peu près 4000 femmes enceintes. Mais il a suivi seulement la moitié de cette population jusqu'à la fin du terme. Et seulement à peu près 800 personnes ont pu être évaluées. Et il a trouvé que la perte d'embryons, de fœtus et d'enfants n'était pas augmentée parce que ça restait dans alentour 12 ou 15%. Et on dit, bon, pendant les trois premiers mois, c'est une valeur ou c'est un chiffre qu'on connaît, c'est la moyenne de la perte. Mais il n'a pas publié que la plupart des pertes étaient pendant le premier trimestre. Et là, si vous calculez ça, vous arrivez à 80% de perte des embryons. Donc, on triche et on cache juste pour pouvoir avancer avec le traitement et même chez les femmes enceintes. Et je trouve ça absolument criminel. Et un médecin qui injecte aujourd'hui une femme, et ce sont quand même des femmes jeunes, hein, qui n'a pas de risque spécifique, pour moi, c'est criminel. Je pense que c'est difficile pour des gens à imaginer que les gens qui travaillent auprès de Swissmedic, qui est quand même, même si c'est indépendant au niveau de son budget, ça reste quand même mandaté par le gouvernement et censé protéger la population suisse. Puis on a bien sûr l'équivalent FDA pour les États-Unis. En Allemagne, c'est le
c'est pas le RKI, hein, c'est Non, pas le c'est le même. Paul Ehrlich Institute. Ouais, pareil, c'est pour LH. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ces gens qui travaillent au sein de ces institutions qui sont censées protéger la population, avec l'accès à ces données, parce que ils ont accès plus de données que le public, comment est-ce qu'ils peuvent laisser passer ce produit sur le marché encore? Est-ce que c'est seulement une question d'argent? Parce que pour eux, on pourrait Non, dire que ça s'explique par la panique qu'on a ensemencée dans toute la population. Donc, ces gens-là pensaient probablement de faire la bonne chose. Et s'ils découvraient quelque chose qui n'allait pas, ben, ils risquaient leur boulot. Et si vous êtes jeune et vous avez juste acheté une maison, vous avez des enfants, est-ce que vous allez vous redresser et dire, ah ben non, non, ça va pas? J'y crois pas. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi dans un cas pareil. Si j'étais chez Pfizer à l'époque, euh, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, chez Pfizer, j'ai été déjà relativement proche de l'âge de retraite. J'aurais pas eu un très grand risque, hein, mais un jeune, on ne peut pas les condamner. Et il y avait quand même des personnes qui ont agi comme des gens qui sifflent pour whistleblowers, les autres. Oui, des lanceurs d'alerte. Voilà. oui, c'est ça. Il y en a, mais ils ont payé dur. Vous, quand vous avez bossé chez Pfizer, est-ce que vous avez vu des techniques ou des méthodologies qui étaient questionnables ou vous avez estimé que Pfizer était vraiment un employeur intègre qui était vraiment concerné par la sécurité de leurs produits? Oui. Bon, déjà, euh, en général, je pense que cette industrie est là et elle doit avoir une éthique très importante, très haute. Mais les très grandes entreprises, ils sont, euh, ils sont poussés par la Wall Street. Euh, Dans un cas comme Pfizer, quand j'ai commencé en 2001, ils avaient plusieurs produits qu'on appelle des blockbusters, donc qui apportent au moins 1 milliard par an. Et quelques années après, ben, ces produits-là étaient à la fin de leur vie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont racheté des portfolios d'autres entreprises. Ils ont même racheté d'autres entreprises entières. Et donc, ils sont poussés euh, parce ils sont leurs propres victimes de leur succès. Et là, euh, ça dépend énormément de la direction, comment ils agissent. Je ne crois pas qu'on puisse mettre tout le monde dans le sac de la Big Pharma qui fait que du mal. Bon, si on regarde un peu combien de milliards Pfizer et d'autres entreprises ont payé comme compensation en cas de malfait, ben, ils n'ont pas un palmarès négligeable. Donc, oui, pour moi, c'est malheureusement l'argent qui compte le plus. Et d'autre part, ces entreprises-là, ils développent des produits qui sont vraiment très importants. Euh, c'est Malheureusement, c'est le business qui compte. Et bon, ils développent aussi des molécules qui sont vraiment nécessaires. Mais on peut aussi se poser la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une molécule contre l'Alzheimer? On fait des études depuis très longtemps. Ben, parce que c'est trop cher. Pour montrer dans une étude clinique qu'il y a un avantage vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas traité, c'est extrêmement long et extrêmement cher. Donc, il y a des entreprises qui abandonnent certaines indications parce que ça ne rapporte pas suffisamment. Et là, c'est donc un indice que l'éthique est limitée. Vous avez parlé de Blockbuster, puis en fait, en 2001, le premier vaccin Blockbuster était le Prevnar, qui était racheté par Pfizer de la boîte Wyeth. Euh, Votre position sur les vaccins en général, est-ce que vous avez eu une bonne position avant, puis maintenant vous questionnez, ou est-ce que vous estimez que les autres vaccins, ils sont tout à fait
sûrs et efficaces, sachant que les autres vaccins, d'une manière générale, ne sont non plus pas testés pour leur mutagénicité, ni le potentiel de déclencher un cancer, et ni leur toxicologie reproductive, pas tous certains. Il y a certains qui ont été étudiés, mais de manière aussi très, très basique. Par exemple, le Boostrix, qui est le diphtérie, tétanos, coqueluche, qui est aussi recommandé à toutes les femmes enceintes à chaque grossesse ici en Suisse. Quel est votre point de vue sur les vaccins d'une manière générale? Donc, en général, je ne suis pas un anti-vax. J'ai été vacciné quand j'étais enfant et je me suis laissé vacciner contre le tétanos et ce type de maladie. Je crois qu'il faut distinguer énormément quel est le risque et quel est le bénéfice. Je crains que beaucoup de vaccins, surtout chez les enfants, devraient être réévalués et on devrait voir quel est vraiment le risque parce qu'il y a tellement de maladies contre lesquelles on vaccine aujourd'hui qui sont pratiquement éradiquées. Et c'est, si on voit d'autre part que le taux d'autisme monte d'une manière effrayante, euh, et il y a des gens, pas seulement aux États-Unis, qui disent, si on vaccine 30 fois pendant la première année d'un nouveau-né, on surcharge le système immunitaire, il y aura des réactions qui concernent aussi l'encéphale, on produit des inflammations et ça pourrait être finalement la raison pourquoi on crée de l'autisme. Et un chiffre qui m'a vraiment choqué, c'est que en 1960, on avait un ou deux cas d'autisme dans la population américaine. Aujourd'hui, il y a un sur 30 nouveau-nés ou enfants. Donc c'est horrifique. Il y a une raison. C'est pas seulement les vaccins, bien sûr, mais ça contribue. On surcharge le système immunitaire. C'est pas seulement, comme on dit en allemand, c'est un pix, une petite injection, quelque chose qui fait mal pendant 3 secondes et après c'est bon. Non, le corps doit vraiment euh, doit se battre contre ces antigènes-là. Et si on injecte 3, 4, 5, 6 différents dans la même seringue, ben je crois que c'est presque un miracle qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires. On devrait vraiment, d'une manière scientifique, analyser quelle est la valeur des différents vaccins, surtout pour les enfants. Pour les adultes, bien sûr, je me laisserais vacciner contre le malaria si je voyageais dans un pays tropique. Mais ici, il n'y a aucune raison. Et ça, cette question-là, quel est le bénéfice et est-ce qu'il y a un risque? Ça devrait vraiment guider chaque médecin avant de vacciner. Mais, par exemple, en Allemagne, si votre enfant n'est pas vacciné, il ne peut pas aller au kindergarten ou dans la crèche. Et là, les jeunes couples sont vraiment pris à la gorge. Hmm. Est-ce que ça, c'est pas seulement pour la rougeole en Allemagne, sauf erreur? C'est ça qu'ils avaient rendu obligatoire, mais si les autres vaccins, par principe, ne sont pas obligatoires. Bon, il y a plusieurs qui sont obligatoires. Et ce sont malheureusement maintenant, très souvent, c'est un mélange de différents antigènes qui est injecté, pas un seul. La rougeole, jusqu'à il n'y a pas si longtemps en Suisse, c'était encore disponible en tant que vaccin unique, donc monovalent, mais maintenant, ben, c'est qu'avec le ROR, donc la rubiole et les orients. Donc, vous n'avez pas de choix. Je pense que si vous devez vacciner contre la rougeole, vous devez faire le ROR. Et je pense d'une manière générale, déjà en États-Unis, avant qu'il y ait eu cette loi qui a immunisé les boîtes pharmaceutiques contre les dégâts des vaccins, c'était le DTP, donc diphtérie, tétanos, Oui. coqueluche, qui a causé plus de problèmes. Et maintenant, on se retrouve, ben, les parents, ils n'ont plus de choix. S'ils veulent se faire vacciner contre la tétanos, ben, c'est qu'un 6 en 1. Et c'est ça qui on essaye en fait de mettre la pression pour que les politiques puissent garantir que les parents aient un choix. Parce que souvent, ils vont pas vacciner du tout parce qu'ils peuvent seulement vacciner contre 6 au lieu de juste faire un.
Je voyais un signal positif récemment quand euh, Kennedy, le nouveau secrétaire de- du HHS aux États-Unis, a dit, euh, ensemble avec M. Trump, il ne faut pas vacciner avant 3 ans. Pour moi, Mhm. ça semble être tout à fait logique, médicalement logique et justifié. Mais cette décision a été encaissée par un juriste, donc de très haut niveau, et donc c'est caduque. Et c'est tout. C'est très dommage. Et pour moi, ça montre que cette mafia, elle a les mains partout. C'est sûr. Bon, je vais aller sur les questions donc, des membres. La première question, c'est, bah, je pense qu'il part de votre livre, mais d'une manière générale, est-ce que vous pensez que les preuves que vous avez rassemblées soutiennent-elles une demande de moratoire pour l'arrêt de l'utilisation de la technologie RNA messager? Oui, parce que avec le nombre d'effets secondaires qu'on a constatés, c'est intenable de continuer. Normalement, dans le développement des médicaments, si on a un mort parmi 1 million d'administrations, on arrête le produit, on l'enlève du marché. L'étude préliminaire de Pfizer après la mise sur le marché de Comirnaty, 2 mois après la mise sur le marché, a montré 1200 morts. Et j'ai calculé pifométriquement qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis pendant les 2 premiers mois. Il y avait, à mon avis, à peu près 1 million de vaccinations tous les jours, donc 60 millions de personnes qui ont reçu le produit pendant ces 2 premiers mois, et avec le résultat de 1200 morts. S'il y avait seulement un mort par million permis, ben, on aurait eu 60 morts et pas 1200. Donc pour moi, c'est un signal. Encore une fois, c'est un calcul pifométrique, mais ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Et c'est la même chose avec tous les autres effets secondaires. Si on regarde simplement les graphismes de OpenVers, vous voyez, pendant 30 ans, il y a pratiquement rien pour toutes les vaccinations qui ont été faites. Et en 2021, ça saute au plafond et ça diminue un tout petit peu en 2022 et en 2023 parce qu'on diminuait le nombre de personnes vaccinées. Mais c'est une image qui parle. Et pour moi, il est vraiment, vraiment temps maintenant de faire un moratoire. Et malheureusement, tous les gens, vous, moi et tous les scientifiques qui demandent ça, n'ont pas encore eu un succès. Et c'est probablement parce que la politique, si elle acceptait cela, la politique s'accuserait elle-même pour euh, des crimes très, très, très ouverts. Et il serait responsable. Donc, il refuse toute évaluation devant un juge. Donc, je ne sais pas quand on pourrait avoir des jugements justes, mais pour l'instant, et n'oubliez pas, hein, j'ai parlé du PrEP Act, il est actif jusqu'en 2029. Donc, cette loi, euh, elle domine la législation civile encore 6 ans, pendant 6 ans. Et on ne peut rien faire contre. Mm. Et même si ça, c'est une situation qui concerne les États-Unis, en Allemagne aussi bien, on a déclaré des lois d'urgence. C'est la même chose. Je ne sais pas comment c'était en Suisse, mais tout le monde marchait dans le même pas. Avec la loi Covid, c'est clair que, sauf erreur, elle était active, ou en tout cas, elle pouvait être activée jusqu'à 2031, sauf erreur. Mais sauf, ils avaient, what's the word, ah, ouais, ils coupent l'ordonnance. Je ne me rappelle plus le terme, excusez-moi en français, mais du coup, c'est plus actif.
Mhm. Ça ne change pas qu'ils peuvent le réactiver très vite, hein. C'est parce qu'ils ont déjà mis en place Ouais, les ordonnances et puis ils veulent faire une modification sur la loi sur les épidémies en Suisse qui, ouais, en fait, pourrait faciliter dans la prochaine pandémie, qui mettent en place des lois qui peuvent rendre obligatoire certains ouais. vaccins, qui peut déjà forcer les médecins à être complices en fait avec la campagne de la santé publique. Mais pour l'instant, c'est pas encore soumis à la vote, c'est pas déjà décidé au Parlement parce qu'il faudra que ça soit décidé avant qu'on puisse, le public, voter contre, faire un référendum pour contrer ça, mais on attend que ça arrive peut-être en 2027-2028. Donc, Bon, nous sommes, d'une certaine manière, nous sommes dépendants de l'OMS. Et tous les pays qui signent le contrat pandémique, ben, ils seront finalement obligés de suivre les ordres de l'OMS. Et si l'OMS décide ou déclare une nouvelle pandémie, ben, c'est eux qui vont diriger les mesures contre. Donc, c'est un système qui est presque clos et ils peuvent nous imposer ce qu'ils veulent si nous ne nous redressons pas contre ça. bah, on a l'OFSP en fait qui nous garantissent que malgré que l'OMS déclare une pandémie, que ça va pas forcément s'appliquer pour la Suisse, que c'est quand même le Conseil fédéral et le Parlement suisse qui vont décider si cette pandémie s'applique pour la Suisse et que nous perdrons pas notre souveraineté parce qu'on restera quand même libre de décider notre politique sanitaire. Mais Si, si vos politiques ne s'approchent pas à l'Union européenne comme certains veulent, parce que malheureusement, il y a vraiment un mouvement vers l'Union européenne. Et je crois que ce sera la plus grande erreur. Bon, je devrais arrêter de parler politique d'un pays qui ne me concerne pas. J'ai vécu pendant 7 ans en Suisse. J'ai beaucoup apprécié la situation en Suisse et la démocratie directe. Mais si la Suisse abandonne ça, je crois ils perdront sur tous les niveaux. tout à fait d'accord. Donc, en parlant de tribunal et de justice, votre livre rassemble des preuves de la négligence des industries pharmaceutiques lors de la fabrication des injections contre le Covid. Êtes-vous prêt à défendre ou est-ce que vous avez déjà défendu ce dossier devant un tribunal? Je serais tout à fait prêt de le faire parce que mon livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, euh, voilà, Bon, qui va euh, paraître le 13 mai, si jamais. ouais, le livre décrit surtout ce qui était nécessaire pour un produit contre une grippe moyenne ou même sévère. Et la liste des études précliniques, donc de toxicité, est relativement longue, au moins une dizaine d'études. Nous avons déjà mentionné la mutagénèse, mais il y avait aucune étude sur l'immunotoxicité. Imaginez-vous, on administre un produit qui a un effet sur le système immunitaire et on ne veut pas savoir ce qui se passe. C'est scandaleux. La toxicité générale pendant plusieurs mois, euh, pas du tout. On ne l'a pas fait. On ne voulait pas savoir ce qui se passe. La toxicité de la reproduction devrait normalement, après Contergan thalidomide, vous vous souvenez des années 60, on a découvert que le placenta n'est pas un barrage efficace contre des molécules étranges. Euh, on doit administrer les molécules dans une espèce qui n'est pas un rongeur. Et dans ce cas-là, si on voulait injecter plusieurs milliards de personnes, je crois, malgré tout mon amour pour des singes, j'aurais sacrifié quelques singes pour savoir s'il y a une possibilité d'impacter la fertilité et la grossesse chez un primate. Mais non, on n'a pas fait. Et pour le développement d'autres vaccins, on a toujours utilisé des singes ou
un furet qui est un modèle de maladie pour des maladies respiratoires. Pourquoi est-ce qu'on a seulement fait le rat? Si on aurait voulu voir ce qui se passe, on aurait dû faire plus. Et ça continue. On ne savait pas ce qui se passe avec le produit après l'injection. Normalement, il faut faire une étude DMPK, donc ADME, ADME. Absorption, bon, avec une injection, l'absorption, c'est connu, mais du métabolisme, la distribution, de l'excrétion, on ne savait pas du tout. On ne savait pas non plus combien de produits, donc de ADN, ARNM, circulaient. On ne savait pas. C'était comme un vol en aveugle. Donc, comme ça, il y a, bon, certainement pas d'études de cancérogénèse, mais ça, je comprends, parce qu'une étude de cancérogénèse chez la souris ou le rat, ça dure 2 à 3 ans. Donc, on n'avait vraiment pas le temps. Mhm. Mais développer pendant 6 mois, euh, sans études vraiment convaincantes, c'était un crime, simplement un crime. Et c'est ça ce que j'écris dans mon livre. On aurait dû, d'après la réglementation internationale, soit OMS, FDA, euh, EMA, donc European Medicines Agency, ou le ICH. Donc ICH, c'est International Council of Harmonization. Et cette réglementation ICH, elle est obligatoire ou acceptée pratiquement dans tout le monde. Donc ICH, c'est ce qu'on fait normalement. Ça n'a pas été fait. Et ça, c'est devant un tribunal, je peux montrer ça, hein. Donc ce sont des faits, c'est pas de la politique. Et je suis encore hors de moi quand je vois ce qui aurait dû être fait. Et si vous me dites que maintenant il y a d'autres produits qui sont en développement sans études précliniques et cliniques, je ne comprends pas le monde. En fait, vous pensez que Pfizer et puis les autorités sanitaires ont pu se baser sur quelles données pour affirmer qu'après l'injection, la protéine spike restait dans le site d'injection? Ah, Ça, ça- 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 c'est un mensonge très bête. Même un étudiant de médecine de première année aurait pu dire, ben, c'est pas possible. Si vous injectez quelque chose dans la masse de graisse, quelque part, bon, ça reste comme des peaux. Mais si vous injectez dans un muscle qui est fortement euh, irrigué par le sang, vous devez même soupçonner que le produit circule après quelques minutes dans tout le corps. Donc c'était tellement absurde que, bon, on aurait déjà dû dire, ben, laissez-nous tranquilles avec vos histoires. Et la liste des mensonges est très longue. Ça, c'était un mensonge ou une bêtise criante. À votre avis, comment est-ce qu'on peut différencier cliniquement ou par des examens de laboratoire les effets toxiques de la protéine spike du vaccin versus les protéines spike du virus lui-même du SRAS-Covid? Au niveau de la clinique, ça peut être compliqué parce que la toxicité du virus et du vaccin est basée sur la protéine spike. Donc, la protéine spike fait la même chose indépendamment si le virus atteint le corps ou si on injecte. Mais il y a quand même une différence très importante, c'est que pour le vaccin, on a modifié l'ARN messager. On a remplacé systématiquement l'uridine par méthylpseudouridine. Et ça permet à la protéine spike et aussi à l'ARNM de survivre beaucoup plus longtemps dans le corps. On trouve la protéine spike
du vaccin encore après des années dans le corps. Donc, mais les symptômes d'une sévère infection avec le SARS-CoV-2, ça peut être très semblable aux symptômes du post-vac, du syndrome post-vac. Mais un clinicien qui observe en détail quand est-ce que les symptômes sont apparus, combien de temps est-ce qu'ils sont restés, il pourrait très probablement distinguer entre une infection et un effet secondaire du vaccin. Donc ça, c'est le niveau clinique. Mais au niveau laboratoire, on peut distinguer entre, avec des méthodes sophistiquées, on peut distinguer entre la protéine spike du virus et du vaccin. Il y a des laboratoires qui sont capables de faire ça. Et là, il y a seulement une difficulté, c'est que il est nécessaire que le patient n'a pas eu une infection avec le Covid en parallèle, parce qu'à ce moment-là, il y aura un mélange entre le spike du vaccin et du virus. Mais euh, s'il n'y a pas de protéines du virus, donc de l'enveloppe, ou du virus entier, on peut aussi faire une estimation. Est-ce que c'était plutôt le virus ou la vaccination? Donc, ce n'est pas anodin, mais c'est possible. À votre avis, combien ou à quel point est-ce que le COVID long est en fait des effets secondaires du vaccin? Parce que ici en Suisse, et puis je pense de nouveau dans la plupart des pays, on parle très facilement des longs COVID et qu'il faut aider les gens à surmonter les symptômes de cette maladie étrange et multifactorielle et multisymptomatique finalement, parce que tout le monde a des symptômes un peu différents. À quel point est-ce que vous pensez que c'est peut-être vraiment en fait une façon de cacher les effets secondaires du vaccin? Oui, j'ai l'opinion, mais je n'ai pas des preuves. Je suis toxicologue. Je n'ai pas les preuves que, euh, qu'on ne mélange pas les choses et que, à mon avis, on appelle très souvent un post-vac syndrome long Covid parce que c'est c'est ce que le gouvernement veut entendre. Et Magique. c'est le, c'est le moyen pour passer la poussière sous le tapis. On, on peut confondre les deux, le diagnostic des deux, mais très probablement, assez souvent, il s'agit d'un post-vac et pas d'un long Covid. Mm. Mon épouse s'est fait vacciner 3 fois contre mon avis et elle a développé euh, un syndrome qui correspond à peu près au post-vac, mais à mon avis, comme elle avait déjà des effets secondaires très sévères juste après la première injection, elle a des symptômes qui, pour moi, sont liés à la vaccination. Elle est très souvent assez fatiguée. Elle a ce fameux brain fog, donc un brouillard dans l'encéphale, euh, problème de se concentrer. Tout ça, pour moi, c'est vraiment lié à la vaccination. Et malheureusement, la plupart des gens disent, bon, j'ai un long Covid. C'est facile. Mhm. C'est plus acceptable en plus. Et Oui. en tant que toxicologue, est-ce que vous avez des pistes ou des suggestions de comment est-ce que quelqu'un pourrait se détoxifier du vaccin? Bon, bien sûr, je m'intéresse déjà dans l'intérêt de de mon épouse. Les symptômes après les symptômes du spike, c'est surtout l'inflammation dans tout le corps. Et comme vous avez mentionné, il y a beaucoup de différents symptômes parce que là où la protéine spike arrive, et elle arrive pratiquement dans tous les tissus,
incluant l'encéphale, cœur, foie, gonade, la peau. Là où la protéine spike s'installe, il y a des inflammations. Et bon, il y a des produits anti-inflammatoires classiques, bien sûr, ils peuvent être utilisés. Mais on peut aussi faire quelque chose, ce que j'ai appris récemment et ce que j'ai euh, acheté pour mon épouse. The Ultimate Spike Detox, The Wellness Company. OK. C'est ça. C'est donc le docteur Peter McCullough Oui, ouais. et il a développé donc cette formule. Ce sont pas des produits chimiques, c'est la curcumine, nattokinase et bromélaïne. Donc des produits qui sont anti-inflammatoires, anticoagulants, antithrombotiques, protéolytiques, qui peuvent aider. Mais même le docteur McCullough dit, ne pensez pas que après une boîte, vous êtes guéri. Ça prend du temps. Et moi, bon, mon épouse m'a dit après 4 semaines, bon, je me sens mieux, mais j'y crois pas vraiment. C'est peut-être la psychologie qui joue aussi un rôle, mais je crois ces produits-là sont connus et sont biologiques, sont connus dans la médecine alternative. Ça peut être un soutien pour une personne, aussi bien avec long Covid qu'avec le syndrome de Spike. Vous Donc, pouvez juste remontrer le bocal, pardon. Il y a juste oui. quelqu'un qui voulait revoir. Donc, c'était The Wellness Formula, plus haut, plus haut. Oups, pardon. The Wellness Company, OK. The Wellness Company Signature Series Ultimate Spike Detox. Voilà. Two in one. Vous trouvez ça sur Internet sans problème et c'est livré euh, par Amazon, très probablement. Pardon, Voilà. une petite seconde, Oui, parce que là, on parle donc de la toxicité de la protéine spike. oui. Mais je suis co-auteur d'un autre livre avec le professeur Bhakti qui parle surtout des problèmes dus à l'impureté des vaccins. Vous savez que euh, pour le développement clinique, on a utilisé une ADN synthétique avec laquelle Mhm. on a développé ou produit l'ARNM. C'est une procédure très pure, mais pour livrer des milliards de doses pour le marché, on a changé le processus de production. Et ça veut dire on a utilisé la bactérie Escherichia coli et à l'aide de l'ADN de cette bactérie, on a pu produire des très grandes quantités. Mais le problème, c'est que on ne peut pas purifier à 100% ce vaccin des molécules ou des parties de molécules d'ADN de Escherichia coli. Et vous savez qu'il faut envelopper ARNM dans des nanolipides afin que l'ADN ne soit pas dégradé dans le corps. Donc, ces molécules sont donc protégées par les nanolipides et l'ADN de Escherichia coli est aussi enveloppé et va dans les cellules humaines. Et dans la cellule humaine, en principe, l'ADN de Escherichia coli peut passer dans le noyau de la cellule et peut dévaster le système. Donc ça, bon, c'est plus une théorie parce que la pollution des vaccins est vraie. Je ne sais pas quel type de maladie on peut induire, mais il semblerait au moins théoriquement que ça puisse avoir un effet sur le cancer, le développement du cancer. Parce Mm. qu'avec cette technologie de production, il y a aussi d'autres protéines qui sont dans le vaccin, comme le SV40.
C'est très probablement une molécule qui peut provoquer le cancer. Au moins chez la souris, on a prouvé ça. Et là, nous sommes dans une région où il faut vraiment avoir un peu peur, car les signaux de turbocancer deviennent de plus en plus visibles. Euh, Bien sûr, le gouvernement dit non, non, turbocancer, ça n'existe pas. Aussi, le professeur Lauterbach, l'allemand, il a dit bah non, ça n'existe pas. On sait exactement qu'il n'y a pas de modification au niveau du génome, etc. Il ne sait rien du tout parce qu'on ne l'a pas étudié. Et la clinique est malheureusement ah, pour moi, elle donne des signaux et des indices que il y a probablement beaucoup plus que le syndrome long Covid. Il y a probablement autre chose. Et dans cette catégorie, il y a aussi l'aspect de la diminution de la fertilité et du nombre de bébés qui sont nés. Ça, c'est prouvé. À travers l'Europe, il y a une diminution du nombre de bébés qui est très significative. Et même si on dit cette tendance existait déjà depuis que la pilule a été introduite, aujourd'hui, la diminution de la fertilité ou de la fécondité, elle est éclatante. Et ça varie entre 5 et 30% en Europe, en fonction du pays. Il y a des pays où il n'y a que quelques pourcents, mais dans les pays comme la Pologne et la Roumanie, ça va jusqu'à 30%. Excusez-moi, vous avez dit que vous êtes en train d'écrire ce livre avec Monsieur Marty ou il est déjà Il est publié, mais c'est un livre allemand. Euh, Ce livre, c'est celui-là. mRNA Insulin? OK. Pour ceux qui parlent allemand. Et est-ce qu'il y a une intention de le faire traduire en français? Euh, Bhakti est actuellement en train de le faire traduire en anglais. Ah, d'accord, OK. Je vais, bon, je vais lui parler parce que moi aussi, comme je vis en France, j'ai un intérêt aussi que ça soit publié en France. Alors, peut-être maintenant, je profite de laisser la voix aux Oui. membres. Si vous avez des questions, je vous prie de, s'il vous plaît, mettre, il y a une petite main en bas, React. Comme ça, je peux voir que vous avez des questions. Et puis, s'il vous plaît, désactivez votre micro si vous avez une question. Donc, j'ouvre aux membres si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, pas de questions. Je vais tuer la discussion. Ouais, le turbo cancer, ouais. Ouais, en fait, ils reconnaissent, la santé publique reconnaissent qu'il y a de plus en plus de cancers agressifs chez les jeunes. Oui, Mais bien sûr, on ne sait pas pourquoi, c'est un mystère. Mais j'ai vu des conférences, par exemple à l'Université de Lausanne, Unisanté, où ils reconnaissent en fait qu'il y a de plus en plus de cancers des jeunes et du coup de proposer en fait des dépistages de plus en plus jeunes aussi. Ouais. oui, mais ça, c'est pas un moyen pour endiguer. Je crois qu'il faut arrêter avec des vaccinations sauvages, comme on l'a vu. Parce qu'il y a des méthodes, il y a des publications qui montrent jusqu'à 15 ou 17 différents euh, mécanismes comment le cancer peut être induit. Et la pollution du vaccin est a un effet tout à fait clair. Et il y a d'autres, le proteomics qui est dérangé, la génomics, donc SV40. Il y a toute une liste et il y a une publication intéressante là-dessus. Alors, une question de Michel. Oui, bonjour, bonsoir et merci beaucoup pour cet exposé absolument extraordinaire. J'ai une question qui dérive un petit peu de la vaccination. C'est que maintenant, on utilise la technologie de l'ADN recombinant, par exemple, pour lutter contre le HDL cholestérol avec des inhibiteurs
PCSK9. Est-ce que, de point de vue toxicologique, pour vous, il y a les mêmes risques que dans les techniques que vous venez d'évoquer avec la, la probabilité d'augmenter la prévalence de turbocancer, etc. Moi, je crains que ce sera encore pire avec cette nouvelle technologie parce que on ne sait plus comment on pourrait s'en débarrasser de, par exemple, de la spike protéine. Si ça se produit automatiquement et renouvelle la production, vous n'avez pas de moyen pour arrêter ça. Et ça, à mon avis, ne peut pas être bénéfique par rapport à ce qu'on a déjà vu et ce qui, à mon avis, était quand même dévastatrice. Merci. Dévastateur, dévastateur. Je suis désolé, je confonds toujours le masculin et le féminin. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question dans le chat qui est sur quel plan serait-il judicieux d'attaquer Swissmedic, par exemple? Voilà, je crois que c'est une question plutôt Le cause. pour M. Philippe Cruz, mais je crois mon résultat, le résultat que j'ai décrit dans mon livre, qu'on n'a pas étudié ces vaccins correctement. Un juge devrait au moins comprendre qu'il y a une différence énorme entre la réglementation officielle et ce qui a été appliqué ou transformé en résultat. C'est évident. Mais on va toujours nous dire c'était une urgence médicale, donc les conditions sont différentes, etc., etc. Mais j'ai pas de recette. Mais Philippe Cause a écrit une préface de mon livre, alors nous sommes assez proches et euh, j'espère que l'effort commun ensemble avec d'autres personnes engagées va aider. Et j'espère aussi que la situation aux États-Unis va nous aider à avancer parce qu'aux États-Unis, il semblerait que les juges comprennent la situation et jugent en faveur de la critique. Mais en Allemagne, pour l'instant, c'est nul, hein. Je l'ai vu lors de cette commission d'enquête. C'est ridicule d'appeler ça une commission d'enquête parce qu'il n'y a aucune enquête. On dit seulement, ah ben nous avons bien passé la pandémie, nous sommes contents qu'il n'y a pas plus de morts, hein, et c'est grâce au vaccin. Bon. La même chose en Suisse. Alors, Dominique, vous avez une question? J'ai pas vraiment une question, tellement votre interaction était claire et pertinente. Non, des remerciements, vraiment des remerciements très sincères pour ce que vous faites. Aussi, votre témoignage au Parlement et là, ce document que vous nous donnez, euh, vraiment, je ne saurais trop vous être reconnaissant. En plus aussi pour tout ce que vous avez partagé de vous-même et par exemple le fait que votre femme, vous n'avez pas réussi à convaincre votre femme Ouais. de ne pas se faire vacciner. Ça me touche particulièrement parce que je suis exactement dans la même situation. Alors, je suis pas toxicologue, donc si un toxicologue n'arrive pas à convaincre son épouse, ça met un petit peu de baume au cœur. Ouais. Donc, mais merci pour votre action salutaire. Ça me touche beaucoup d'avoir des personnes comme vous qui osent prendre la parole. C'est très gentil, merci beaucoup. Je n'ai pas toujours eu des commentaires positifs, hein, mais ça me fait plaisir parce que pour moi, c'est comme une mission. J'aurais pu dire, je suis à la retraite, j'en profite, mais je sentais vraiment une mission de donner mes informations et d'alerter. Et avec des émissions comme
la nôtre, là, j'espère pouvoir toucher plus de personnes. Et pour moi, c'est pas important de vendre encore 1000 ou 2000 livres. L'important, c'est que des gens se posent la question, est-ce que nous allons dans la bonne direction? Et est-ce que je me laisse ou est-ce que je laisse mes enfants vacciner dans l'avenir avec quelque chose qui n'a peut-être pas vraiment un bénéfice? C'est ça. Je voudrais que chacun utilise sa matière grise avant qu'il se fasse vacciner avec une poudre blanche. Donc, voilà, merci beaucoup. Ça me réconforte. Je profite de poser une question dans le chat qui relaie un peu par rapport à votre femme. Vous avez dit que ce traitement donc de Peter McCullough, The Wellness Formula, que votre femme, du coup, elle va un peu mieux. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment efficace? Vous avez parlé peut-être c'est psychosomatique, mais est-ce que vous voyez que la fatigue est moindre, que le brain fog est moindre? Oui, il y a peut-être une petite amélioration, mais je ne peux pas juger que ça soit seulement ce produit-là. Ce qui est très important, c'est qu'une personne qui a ces problèmes, soit long Covid ou le problème avec les vaccinations, c'est une bonne nourriture, d'activité, euh, le repos, tout ça, ça va ensemble. Et seulement comme ça. Et aussi les additifs comme des vitamines, etc. Ça peut aider. Si on continue une vie facile avec fast food, etc., je crains que ce sera plus difficile de s'en débarrasser de la protéine spike que si on utilise soit des produits connus et sur le marché ou des alternatives comme le Detox Spike de McCullough. Alors, je gagnais rien en montrant ce produit-là, mais j'ai l'espoir que ma femme a raison et que après quelques mois, ça soit vraiment résolu parce que c'est fatigant. Alors, je profite de notre question dans le chat. Que pensez-vous des vaccins chez les femmes enceintes en général et en particulier vis-à-vis de la VRS, donc le virus respiratoire syncytial? Ah ben, je n'ai pas étudié cette maladie-là, mais en général, je pense qu'une femme n'est pas une personne très fragile. Parce que si c'était le cas, l'humanité ne serait plus existante. Donc les femmes enceintes sont jeunes, elles sont résistantes, sauf s'ils ont vraiment des maladies graves. Mais moi, je serais très, très réticent de dire il faut vacciner les femmes enceintes contre toutes sortes de maladies. Il y a certainement des cas qui sont justifiés. Il y a des cas où une femme, en raison de l'hypertension, etc., devrait être surveillée au moins, mais de pousser pour la vaccination, comme ça a été fait en 2021-2022, où tous les médecins gynécologues disaient, tous, entre guillemets, disaient il faut absolument se faire vacciner parce que ce virus est dangereux. À mon avis, ça n'a aucune raison. En plus, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune surveillance active des femmes enceintes qui se vaccinent, parce que maintenant, il y a la grippe, il y a le DTP, donc Oui. diphtérie, tétanos, coqueluche, et il y a le COVID, sur conseil du gynécologue, et il y a aussi maintenant ce VRS. Donc, ça fait vraiment une portfolio de plein de produits qu'on donne, et Ouais. puis on ne fait pas de Et, surveillance, en fait. et on ne sait pas comment ça agit et interagit au niveau du système immunitaire. Et quand je ne suis pas dans un environnement où ces maladies sont endémiques, est-ce que c'est nécessaire que je me fasse vacciner? Il faut individuellement décider avec l'aide du médecin. J'ai une question aussi donc, dans le chat, sinon on revient après à Dominique. Mais la protéine spike des vaccinés, selon vous, est-ce que c'est possible qu'il soit contagieuse? Donc, on a parlé de ce shedding Ah oui. que les gens ont un peu vécu. Euh, Là, je peux vraiment pas donner un avis scientifique. Le shedding existe, mais est-ce qu'on peut être contaminé
par le shedding? Théoriquement, oui, parce que si vous pensez au sperme, euh, ça peut donc être une sorte de shedding. Euh, Par la peau, la sueur, par les larmes, etc. Je crois que déjà, la protéine spike n'est pas infectieuse, hein. C'est pas un virus, c'est une protéine. Et il dépend entièrement de la quantité qui est transmise pour développer une inflammation ou une irritation. Donc, à mon avis, la quantité du protéine spike qui est passé par un fluide corporel, euh, c'est très probablement dérisoire. Alors, Dominique, je vous laisse poser une question ou commentaire. Euh, oui, là, c'est une question. C'est à propos justement du fait que les médecins, notamment les gynécologues, étaient convaincus de vacciner. J'ai un ami gynécologue, euh, on a eu des discussions là-dessus. Je disais, mais enfin, tu vois pas plus de fausses couches, plus de problèmes gynécologiques? Il me disait que non. Alors, peut-être qu'il a une population vieillissante parce que lui-même est assez âgé. Mais j'ai vraiment de la peine à comprendre comment la majorité, moi j'ai l'impression vraiment la majorité de nos confrères, moi je suis psy, mais de manière générale des confrères euh, médecins ont embarqué dans cette conviction. euh, alors je sais bien que c'est pas de votre ressort, mais quelle idée vous êtes-vous fait de cette sorte de conversion à cette doxa politique de la part de la majorité des médecins, que si peu de voix se soient élevées pour dire, mais enfin, c'est contre les évidences. Enfin, euh, quelle hypothèse avez-vous? Bon, je crois que en général, les médecins, par leur éducation, ils sont indoctrinés euh, d'une manière ou d'autre, hein, par toute leur expérience professionnelle, mais si leur organisation professionnelle ou les politiques décident de leur dire ce qui est vrai, ils le croient très souvent. Et c'est malheureusement, pour moi, c'est bizarre parce que ces gens-là, ils ont une éducation très longue et une expérience professionnelle encore très longue dans beaucoup des cas. Ils auraient pu euh, donner des conseils très différents. Il y en avait des milliers de médecins qui ont dit, je vais même fermer mon cabinet si on me force de vacciner. Mais c'était quand même malheureusement une minorité. Il y a aussi un aspect financier, bien sûr. Quelqu'un qui doit fermer son cabinet, ben, il est ruiné. Et pour ça, il y a donc des aspects humains dedans qui jouent un rôle. Euh, Moi, j'ai j'ai pas vraiment une opinion ferme là-dessus. Je suis étonné qu'une une élite dans le peuple puisse croire longtemps ce qu'elle a cru pendant cette crise de pandémie. Et qu'il y a encore des médecins et des gynécologues qui euh, sont pour la vaccination. Pour moi c'est vraiment criminel. Parce qu'on sait que la vaccination, je dirais pas qu'elle elle produit des malformations, même il y a peut-être des cas rares, mais ça tue l'embryon si on injecte très, très précocement. Ça a été prouvé chez l'animal, malgré le fait que l'entreprise a passé ça sous le tapis, et on l'a vu dans des études cliniques, si on les analyse bien, on trouve qu'il y a une énorme augmentation de perte d'embryon et de fœtus en phase très précoce. Merci. Si je peux rajouter quelque chose par rapport aux médecins, c'est clair qu'il y a aussi beaucoup de médecins qui n'arrivent tout simplement pas à croire que les autorités publiques sanitaires pourraient donner des mauvais conseils.
Ils font tellement, peut-être c'est parce que le formatage aussi, peut-être les plus jeunes étaient moins questionnés, puis ceux qui étaient plus près de la retraite étaient plus ouverts à questionner. Mais il y a une espèce de relation d'autorité, puis de presque enfant-parent qui disent, mais en fait, comment est-ce que les autorités pourraient mettre sur le marché quelque chose qui n'est pas sûr et efficace? Comment est-ce que la Commission fédérale pour les vaccinations pourrait recommander quelque chose qui n'est pas sûr? C'est tellement une dissonance cognitive finalement, en fait. Oui, mais on peut aussi avoir une théorie basée sur ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est-à-dire euh, c'est une mafia, euh, parce que beaucoup de gens très influents ont été passés par des formations du World Economic Forum. Ce sont des New Global Leaders. Ils sont placés partout, pas seulement dans l'industrie pharmaceutique ou dans les banques, mais très probablement aussi dans les institutions médicales très haut placées. Et donc, ces gens-là vont toujours suivre ce que l'OMS et leur hiérarchie leur indiquent. Et comme ça, pour moi, ce sont carrément des chevaux de Troie qui, oui, qui ont une responsabilité incroyable parce qu'ils ont une influence euh, illimitée. Et ça explique éventuellement que les médecins disent, mais si un tel et un tel là-haut pensent que c'est vraiment nécessaire, ben, on va le faire. Oh, petite anecdote, mais un médecin nous avait raconté, après j'ai pas de preuves, mais que l'ancien président de la Société vaudoise de la médecine, au début du Covid, ou en tout cas début de l'annonce des essais cliniques pour les vaccins, avait conseillé aux médecins d'acheter des actions Pfizer. Bon, il y a une petite autre anecdote qui est probablement beaucoup plus vraie, c'est que M. Gates, juste après ou avant Event 201, donc la manœuvre où ils ont décidé les mesures contre une pandémie par le Covid, il a acheté pour 55 milliards de dollars, il a acheté des actions de BioNTech. Donc, euh, Oui. Bon, l'argent, comme vous avez dit. une entreprise qui, à ce moment-là, n'a jamais développé un produit et qui, juste après, a développé donc, le Comirnaty ensemble avec Pfizer. Donc, si on suit le flux de l'argent, on a très souvent, malheureusement, une bonne réponse. Question dans le chat de Virginie. Est-ce que la viande peut être contaminée par le RNA messager? En théorie, oui. Surtout, bon, j'ai aussi entendu que au niveau vétérinaire, on injecte, on vaccine maintenant les poules, les veaux, etc., avec des vaccins vaccins ANRM. À ce moment-là, si la viande n'est pas bien cuite, euh, théoriquement, on peut ingérer soit l'ARNM ou la protéine spike. Mais Pas détruit par la cuisson? à mon avis, ce sera détruit par la cuisson, mais si on mange la viande crue, euh, en théorie, on pourrait ingérer des quantités significatives soit du spike ou de l'ARNM. Surtout si l'ARNM est beaucoup plus résistante à la dégradation par les manipulations génétiques ou biotechnologiques. Une autre question de Virginie, si j'ai bien compris. Une clinique suisse utilise le Metfin pour essayer d'éliminer le spike. Qu'en pensez-vous? Ah, Voilà, je connais pas. non. Désolé. Virginie, si vous pouvez préciser ce que c'est le Metfin. Sinon, voilà. En fait, le Medfin, c'est le médicament pour le diabète. Ah, Oui, Ah, ils utilisent ça pour essayer d'éliminer la spike. Parce que j'ai une patiente qui l'a depuis 5 ans.
Il a toujours de la spike dans le sang, en fait. Oui, bon, écoutez, je crois qu'il faut utiliser tous les moyens. Mais pour ça, il faut des études cliniques et c'est peut-être une piste parmi d'autres. Mais ça ne, c'est pas sûr que ça marche sur tous les cas de la spicopathie, parce qu'on parle maintenant d'une spicopathie, parce que ça peut apparaître dans n'importe quel organe et même multiples organes. Mais je ne connais pas cette démarche et je ne dirais pas que, a priori, que ça soit faux ou que ça soit pas bon. Alors, La combinaison entre différentes thérapies est probablement la meilleure démarche. Euh, Malheureusement, en 2021, on a interdit le traitement avec ivermectine et hydroxychloroquine et vitamine D. Et ça aurait été probablement une très bonne chose parce que ces produits-là sont connus, sont sûrs, et comme ça peut être avec le metformine, ça peut être la même chose. Je ne dirais pas que ce sont les mêmes produits, bien sûr, mais s'il y a une activité, pourquoi pas? dernière question dans le chat. Comment savoir si l'oxyde de graphène est ajouté dans les vaccins classiques comme ceux faits aux enfants ou celui de l'encéphalite? On a beaucoup entendu parler de cet oxyde de graphène et puis c'est très difficile en fait à détecter. Et puis, en tout cas, c'est pas mentionné dans les ingrédients des vaccins classiques. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que c'est ajouté ou pas? Là, j'ai pas de réponse. J'ai entendu ça très souvent. C'est euh, classé comme hypothèse de comment dit-on? L'autiste? Yeah, oui, le complotiste. Oh. Euh, j'ai été à l'hôpital en 2022 et une des infirmières me disait que si elle mettait son téléphone sur l'endroit où l'injection a été faite, le téléphone reste là-dessus. Donc elle disait il y a des choses à l'endroit d'injection qui sont très bizarres. Je je Ouais, peux pas pas moyen commenter ça. de... Je peux pas commenter ça. Et bon, les autorités et les entreprises disent nous n'avons pas mis le graphène dans. Mais En fait, nous, on avait posé la question à Swissmedic et ils nous ont jamais répondu. Ils nous ont dit simplement qu'ils ne pouvaient pas dire ni oui ou non. Donc, mhm. on n'a eu aucune confirmation. Et puis, c'est vrai que quand on regarde dans la documentation de nanotechnologie, ils parlent souvent de l'oxyde de graphène rajouté dans les médicaments, mais normalement, ça devrait être annoncé. Oui, Après, c'est la oui, mauvaise. mais là, je j'ai aucune expérience. Voilà, ça c'est pour les questions. Donc, je vais juste vous remercier encore beaucoup pour votre temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer juste en rappelant que votre livre, d'accord, du coup, qui s'appelle Vaccin, la mafia, l'ancien toxicologue en chef de Pfizer révèle, sort le 13 mai 2026. Vous pouvez le précommander déjà à Payo ou sur Amazon. Je ne sais pas s'il y avait d'autres plateformes. Et où est-ce que les gens ils peuvent découvrir plus sur votre travail et puis sur ce que vous faites? Si vous regardez, vous avez un site internet ou Ah non, non? non, non, j'ai pas les différents moyens que les jeunes utilisent. Moi, je fais pas de recherche active. J'ai travaillé comme un fou sur les publications qui sont apparues ces dernières années, mais pour moi, l'utilisation des médias, c'est trop de temps perdu la plupart du temps. Je, Mm. je me base sur les publications dans les journaux et les Substacks de différents auteurs, parce qu'il faut aussi comprendre que beaucoup de monde qui a encore beaucoup de connaissances ne publie plus dans le Lancet, le Nature, etc., parce que pendant des années, il y avait une sorte de censure et ils ont donc créé leur Substacks. Et ça, c'est pour moi une source d'information
hors valeur. Hein. C'est vraiment, c'est très rapide et ce sont des gens de très haut niveau. Je confirme, il y a Robert Malone, il y a Peter Ouais, McCullough, il y a ouais, Pierre Corey, il y a beaucoup de ouais, scientifiques qui publient des informations vraiment très précieuses sur Substack. Souvent plus en anglais, il faut le dire, mais c'est facilement ouais, traduisable maintenant avec tous les outils de l'AI. ouais, Donc, je recommande vivement, si vous ne connaissez pas déjà, d'aller regarder sur Substack. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos de Helmut Sterz sur YouTube, sur Odyssey. Il y a des choses en anglais, en allemand. Vous aurez plus d'interviews en français avec la sortie de votre livre. Donc, on se réjouit de voir plus de entretiens. Et puis, on se réjouit de découvrir votre livre surtout. C'est très gentil, merci beaucoup. Et bon, pour moi, c'est important que le message passe. Et bon, on peut être contre ce que je dis et rester convaincu que la vaccination est bénéfique. Pourquoi pas? Chacun doit prendre sa décision lui-même. Et il faut plus avoir la situation où on nous met sous pression de se faire vacciner, parce que c'est là où la démocratie s'écroule. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre temps, Monsieur Dr. Sterz. Helmut. Pardon, Helmut. Merci beaucoup.